Nous avons maintenant le plaisir et l'avantage d'accueillir Madame Denise Oufouet-Douani, qui est ambassadrice de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. C'est vrai que je suis ambassadeur, mais je suis avant tout professeure titulaire de chimie à l'université. J'ai été directrice aussi d'enseignement supérieur pendant 10 ans dans mon pays. Et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je me retrouve en milieu universitaire. Donc on m'a demandé de parler de la place de l'enseignement supérieur numérique en Afrique. Quelle est la problématique ? Tous les acteurs du développement s'accordent sur le fait que pour que toute croissance économique soit significative et durable, l'enseignement supérieur doit être placé au centre de l'agenda du développement des pays. Il existe une corrélation nette entre le niveau de développement des pays et l'accès à l'enseignement supérieur. Par exemple, tandis que 76% de jeunes dans les pays occidentaux y accèdent, c'est le cas seulement des 7% en Afrique. Malgré cette faible proportion, l'enseignement supérieur y est en pleine expansion. En effet, selon les estimations, les effectifs d'étudiants en Afrique sont passés de 200 000 en 1970 à plus de 5 millions en 2014. En Côte d'Ivoire, par exemple, mon pays, le dispositif d'enseignement supérieur présente en 2014 176 000 étudiants. Il sera de 296 000 en 2018 et de 770 000 en 2025. Face à cette situation, l'accès et l'offre de leur formation deviennent une préoccupation, car les structures en place sont déjà surchargées et insuffisantes. À côté de cette massification, on note une faiblesse du nombre d'enseignants qui choisissent de partir vers le nord ou vers des emplois plus lucratifs. En Côte d'Ivoire, on a noté en 2014 un manque de 2500 enseignants pour l'ensemble du dispositif d'enseignement supérieur. Ce qu'il faut dire également, mesdames et messieurs, c'est que la volonté politique face au numérique dans l'éducation existe en Afrique. Les pays africains ont conscience que l'avenir du système d'enseignement supérieur dépend de sa capacité à se réformer. On en a parlé tout à l'heure, et que l'intégration d'éthique dans les pratiques académiques et pédagogiques est à envisager. Dans le document de stratégie continentale de l'éducation pour la période 2016-2025, le CESA, adopté par les chefs d'État de l'Union africaine en janvier 2016, on peut noter la volonté de ceux-ci d'introduire le numérique dans l'éducation. En effet, dans ce document, il est stipulé que les chefs d'État africains préconisent de formuler des politiques pour l'intégration d'éthique dans l'éducation et la formation, de renforcer les capacités des apprenants et des enseignants en matière d'éthique en vue de tirer pleinement parti du potentiel et de la technologie, promouvoir le développement des contenus en ligne en tenant compte des spécificités locales et africaines, renforcer les capacités des gestionnaires et des administrateurs de l'éducation dans l'utilisation d'éthique, dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des stratégies et des programmes, fournir un équipement suffisamment adapté aux installations, par exemple de la connectivité, de l'énergie et des services appropriés, développer l'éducation mobile et en ligne et créer des plateformes. C'était important pour nous de rappeler tous ces points parce que l'Afrique subsaharienne a été longtemps réticente au numérique et donc cette volonté politique affirmée dans un document par les chefs d'État à l'Union africaine est tout un symbole. Cette volonté a été également réaffirmée lors de la tenue du 2e forum ministériel africain sur l'intégration d'éthique dans l'éducation et la formation tenue à Abidjan en juin 2016. Qu'est-ce qui est fait? Quelques expériences, j'en cite quelques-unes, mais pardonnez-moi, je ne parlerai peut-être pas de tout. Les initiatives principales liées à l'utilisation d'éthique et de l'Internet en éducation ont surtout visé la formation à distance et le niveau universitaire. L'Université virtuelle africaine, UVA, a ainsi été créée par la Banque mondiale en 1997. C'est l'expérience la plus ancienne et à une échelle continentale. L'UVA était une association à but non lucratif avec son siège à Nairobi au Kenya et conçue comme une alternative à l'enseignement traditionnel. Actuellement, elle dispose de 10 centres de e-learning. L'UVA travaille actuellement dans 16 pays avec 22 universités partenaires. Les cours sont achetés à ses prestataires. Ils sont diffusés à la fois par le biais de cours enregistrés et des séances interactives en direct.
Sur chaque site, équipé de micro-ordinateurs connectés à Internet, des animateurs sont présents pour aider les étudiants à se servir du matériel et assurer la liaison avec les instructeurs. En matière d'enseignement à distance, on peut noter aussi la présence d'une université virtuelle régionale au Cameroun, qui est l'Université virtuelle d'Afrique centrale. Mais il faut dire que dans plusieurs pays africains, du nord au sud, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, la présence d'universités virtuelles, à l'état embryonnaire ou non, sont créées et financées par les États eux-mêmes, ou alors, quelquefois, avec l'aide de concours d'institutions financières telles que la BAD, la Banque africaine de développement. Celle-ci nécessite des conditions suivantes que les États ont remplies ou entrepris de mettre à exécution. C'est important pour nous de rappeler toutes les conditions, parce que c'est un bien beau mot de parler d'université virtuelle, mais il y a des conditions à remplir, et les États en ont pris conscience. Il faut l'existence d'un réseau intranet et Internet performant dans les universités avec leur interconnexion grâce à la fibre optique. Il faut l'existence d'un réseau Wi-Fi opérationnel stable. Il faut l'existence de plateformes hébergeant les ressources pédagogiques numériques, les data centers. Les ressources pédagogiques étant de diverses origines, des ressources éducatives libres sur Internet, des ressources en provenance d'universités ou d'organismes partenaires, les MOOC, ou des ressources proposées par des enseignants locaux eux-mêmes. Il faut également l'existence de terminaux numériques pour les étudiants. En général, l'acquisition d'ordinateurs par les étudiants, nous sommes dans un contexte où les gens sont démunis. Donc l'acquisition d'ordinateurs par les étudiants est subventionnée par les gouvernants. On peut citer le projet « Un étudiant, un ordinateur » actuellement en cours en Côte d'Ivoire, qui devra permettre à 100 000 étudiants d'acquérir un ordinateur à moins de 100 €. Au Sénégal, les étudiants ont dû être équipés en ordinateur connectés au réseau de l'université et ont été formés à l'usage des machines et des environnements numériques de travail. Tout cela aux frais de l'État. D'une manière générale, les universités virtuelles ont, en plus d'un siège où des cours sont dispensés, plusieurs espaces numériques ouverts, quelquefois dans des villes différentes, facilement accessibles aux auditeurs qui ne peuvent se rendre sur les sites universitaires. Parce que quelquefois, aller même dans un site universitaire peut poser problème. Enfin, une condition à remplir est l'accès au réseau Internet à moindre coût, afin de pouvoir disposer de ressources pédagogiques à partir des domiciles et faire éviter aux étudiants de se déplacer. Une université, on le sait bien, je ne vous apprends rien, se distingue par 3 éléments: les enseignements, la recherche et la bibliothèque. Dans le cas de l'Université virtuelle africaine UVA, les étudiants disposent d'une bibliothèque virtuelle qui contient une base de données avec des liens Internet et des documents. Et toutes les universités africaines disposent ou sont en voie d'installer des bibliothèques virtuelles. Ce sont des collections de documents, textes, images, sons numériques, c'est-à-dire numérisés ou nés numériques, accessibles à distance via Internet, proposant diverses modalités d'accès à l'information aux étudiants et aux enseignants. Elles sont aussi un moyen de préservation du patrimoine culturel en permettant d'éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d'un usage répété. Elles sont enfin une opportunité en Afrique pour faire face à l'accroissement des collections dans les structures documentaires. Les bibliothèques virtuelles sont censées donner un coup d'accélérateur à la recherche bibliographique et partant à la recherche universitaire en Afrique. Quel est le rôle des partenaires ? J'ai été heureuse d'entendre l'AUF parler tout à l'heure avant moi, donc je ne vais pas trop dire ce que l'AUF fait, mais c'est un partenaire important. On ne peut évoquer le numérique dans l'enseignement supérieur en Afrique sans évoquer l'apport de divers partenaires et de la coopération internationale. Comme cela a déjà été évoqué lors de la réunion importante qui a été organisée à l'UNESCO par la Commission nationale française pour l'UNESCO les 6 et 7 mai. Vous y étiez presque tous, je pense. Et cette conférence avait pour thème l'enseignement supérieur et le numérique. Quelles attentes des sociétés africaines? L'AUF, on l'a dit tout à l'heure, Agence universitaire de la francophonie, a mis en place en Afrique des campus numériques francophones, qui sont des lieux collectifs installés ou non dans les universités pour favoriser l'accès à l'information scientifique et technique. Chez nous, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, donc je vais m'arrêter là. Concernant l'AUF, mon prédécesseur a tout dit. Mais il faut également dire que l'AUF appuie beaucoup les universités virtuelles et propose
aussi des formations ouvertes et à distance, des FOAD. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire africaine, qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive relative à l'application du référentiel LMD, a décidé d'appuyer les États à travers plusieurs projets avec le soutien de la BAD. C'est assez curieux, pourriez-vous me dire, que l'UEMOA s'intéresse à ça, mais l'UEMOA a pris conscience du fait qu'il n'y a pas de développement sans développement des ressources humaines et a décidé de financer l'enseignement supérieur en Afrique. C'est ainsi que l'UEMOA, avec notre concours à l'époque d'enseignants, a pris comme directive, vous savez, tout ce qui est pris comme directive au sein de l'UEMOA s'impose aux États, pris comme directive d'imposer le système LMD. C'est un référentiel commun, licence, master, doctorat, pour favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants. Et donc accompagne également l'enseignement supérieur à travers cette directive, à cause de cette directive. Donc on a le projet d'appui au développement des TIC, le PAD-TIS, le projet d'appui à l'enseignement supérieur et le projet d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux. Ces projets sont en général destinés à développer des infrastructures et équiper les universités de matériel informatique et des télécommunications en vue d'intégrer les TIC dans l'enseignement. L'UEMOA prévoit aussi le développement d'un campus virtuel au profit des universités de l'espace UEMOA. On peut également dire que le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, organe panafricain d'évaluation des enseignements et des enseignants et des chercheurs, a mis en place le programme Silhouette CAMES, décliné en plusieurs projets, mise en place de plateformes d'inscription, de gestion de programmes et de réseaux thématiques, modélisation de la gouvernance, mise en place de plateformes de gestion des revues CAMES, développement d'une bibliothèque virtuelle. Tout ce programme de numérisation du CAMES a pu se faire avec l'appui de la coopération française. En conclusion, le numérique dans l'enseignement supérieur en Afrique constitue un atout et un appui précieux. Depuis les inscriptions en ligne, la gestion des examens et des diplômes, la création d'outils pédagogiques de qualité par les enseignants, la gestion du rapport enseignant-enseigné en ligne, la formation et l'information des enseignants-chercheurs, etc. L'enseignement à distance apparaît aussi comme l'une des solutions pour faire face à la massification des populations d'étudiants. Les pays africains ont bien conscience de ces avantages, d'où la volonté politique de donner aux TIC leur importance et les efforts déjà accomplis pour aller dans ce sens. Cependant, l'adoption du numérique implique beaucoup de préalables, des contraintes financières, matérielles et politiques. Je ne vous apprends rien quand vous savez qu'en Afrique, il y a un grand déficit même en électricité, tout simplement. Donc, je ne vais pas décrire cette situation. Vous pouvez imaginer ce qu'il en ressortira, ce qu'il en ressortirait. Il faut enfin ajouter que même si toutes ces conditions sont prises, politiques, matérielles, financières, l'enseignement supérieur en Afrique devra pouvoir compter sur des personnes, c'est-à-dire des enseignants compétents, en nombre suffisant et motivés. Les ressources humaines devront demeurer une préoccupation. Je vous remercie. Merci, Madame l'ambassadeur. Permettez-moi juste, pour aller dans votre sens, la réunion qui avait été souhaitée par Geneviève Fioraso, puis ensuite par Najat Vallaud-Belkacem et son successeur, pour l'organisation d'une conférence des ministres francophones de l'enseignement supérieur en juin 2015 à Paris, avait permis de rassembler quasiment tous les ministres africains de l'enseignement supérieur francophone, et pour montrer le besoin, la nécessité de ce développement numérique de l'espace universitaire francophone et en particulier en Afrique. Et cette mission a donc, l'opérateur de cette mission, c'est bien l'Agence universitaire de la francophonie, avec une deuxième réunion qui a eu lieu en juin 2016 à Bamako, et se prépare la troisième réunion qui devrait avoir lieu au mois de juin 2017 au Maroc. Donc l'effort va se poursuivre pour aller dans ce sens, avec tous les aspects que vous avez soulignés, en particulier l'accessibilité, avec tout ce qui est présupposé sur les réseaux et les équipements individuels et collectifs, la formation des enseignants, etc. Voilà, donc merci. Vous voyez, on est dans cette perspective. Des questions, peut-être, pour avoir la chance de la présence de Madame l'ambassadeur.
l'Afrique fait partie vraiment beaucoup de nos préoccupations dans nos universités. Peut-être, est-ce que le monde du privé auquel on a fait un petit peu référence dans l'intervention de Madame l'ambassadeur, nous avons un représentant d'Orange Éducation, Thierry Coalac, peut-être. Je te suscite, merci de... Ouais, donc merci Albert Claude. J'avais de toute façon l'intention d'en parler un peu en privé avec madame. Effectivement, donc le monde du privé, notamment des entreprises comme Orange, sont très sensibilisées, on va dire, à l'intérêt qu'il y a de mener des actions conjointement avec le monde du public. Et c'est un peu la question que je soulevais hier, et notamment pour le développement des pays en Afrique et donc le développement de l'enseignement, de l'éducation pour aider les pays. Et donc j'étais d'ailleurs la semaine dernière en Côte d'Ivoire pour parler du projet actuel d'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc j'ai rencontré Madame la ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, et ce genre de missions qui ont duré 4 ou 5 jours montrent clairement la synergie qu'il peut y avoir sur des actions comme celle-ci. Voilà. Une autre question, peut-être une réponse de Madame Houphouët-Boigny. Monsieur a tout à fait raison, il est tout à fait en phase avec ce qui se fait sur le terrain. Il faut collaborer avec Orange, etc., qui a racheté Côte d'Ivoire Télécom. Bon, mais il faut également dire, excusez-moi monsieur, que bon, vous n'êtes pas des philanthropes et que tout cela va avoir un coût. Mais il faudrait que vous teniez compte aussi du contexte. On parle d'Internet, mais il faut de l'électricité, de l'Internet à faible coût. À l'heure actuelle, l'Internet n'est pas accessible à tout le monde. C'est trop cher. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Même si c'est relativement difficile, Madame l'ambassadeur, le vécu de vos étudiants, ils sont tous aujourd'hui avec des smartphones, dans une grande majorité. Et le mobile learning, à condition, alors s'il y a du Wi-Fi dans vos établissements, effectivement, ça permettra l'accès aux ressources numériques. Mais il faut dire, pardon, excusez-moi, de rebondir sur le fait que le smartphone a vraiment changé la vie des gens. Vraiment, vraiment, vraiment. Je tiens à le dire. Les femmes qui sont dans les villages suivent les contingents de d'igname, etc., de bananes qui arrivent à Abidjan. Elles suivent ce qui se passe sur les marchés. Et Orange a développé, par exemple, la Fondation Orange, une application permettant d'envoyer des SMS aux femmes des villages pour les former. Allez tous les 3 mois, quand vous êtes enceinte, allez à la maternité, n'accouchez pas chez vous, les enfants doivent être vaccinés, etc. Et les femmes le reçoivent. Elles ne savent ni lire ni écrire, mais elles font lire les SMS, puisqu'elles ont toutes au moins 2 portables, ça il faut le dire. Il y a plus de portables en Afrique qu'en Europe. Chaque personne a au moins 2 ou 3, même quelquefois portables. Et donc Orange vraiment diffuse des messages très, très, très formateurs pour les femmes, pour les enfants, etc. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des gains, il n'y a pas que des gains financiers, mais il y a également des actions de formation qui peuvent se faire par l'intermédiaire des smartphones. Et pourquoi pas imaginer des cours ou voilà, par cet intermédiaire. Un élément de complément qui va tout à fait dans votre sens. Notre collègue ministre de la Santé du Sénégal, Marie Colsec, a mis en place, avec l'aide d'Orange, un programme de SMS pour les diabétiques qui s'appelle Mobile Diabète et qui permet tout simplement, pas sur des smartphones, mais sur des téléphones, même les plus rudimentaires, d'avoir un message d'éducation sur l'alimentation, sur le suivi des plaies, etc. Et c'est génial parce que ça aide vraiment les diabétiques, toute la population. C'est un programme de santé publique. Et alors, il y a le même équivalent avec l'aide également d'Orange. Ouais. Pardon, je suis pas Orange, je suis pas un VP d'Orange. Mais l'idée, c'est que le message écrit du SMS, parfois quand même encore un peu difficile pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès véritablement à la lecture, comme on devrait, eh bien, c'est des messages vocaux dans les langues locales. Et donc, à Madagascar, par exemple, c'est en cours. C'est-à-dire que cette messagerie n'est plus à lire, mais elle est à écouter. Et ça marche formidablement bien.
Alors on pourrait le faire en bambara, en wolof, dans toutes les langues locales africaines, pour ceux qui, les paysans, etc., qui ne sont pas aussi habiles que ça à faire des SMS, mais parfois, même ceux qui ne sont pas allés longtemps à l'école, ils savent déjà faire des SMS, ça c'est formidable. Et juste pour clore le sujet et rebondir sur ce qu'a dit Madame l'ambassadeur, la même plateforme de SMS sert à la formation des maîtres, en collaboration d'ailleurs avec, sur certains sujets avec l'AUF. Voilà. Merci. Oui, donc, bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez un peu anticipé sur ma question, mais quand on regarde un peu les habitudes de consommation de l'éducation dans les pays africains, on remarque, comme vous l'avez dit, l'importance du mobile. Il y a un autre modèle, à mon avis. Est-ce qu'on doit absolument, est-ce qu'on ne doit pas inventer un autre modèle on doit repenser le modèle de façon à intégrer et à mettre plus en avant le mobile, qui est vraiment très intégré dans les usages, peut-être plus que le fixe. Et est-ce que au-delà des opérateurs et de vos initiatives qui sont très louables, mais est-ce que, en termes de stratégie vraiment pour les pays africains, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la stratégie vraiment en essayant de mettre en place et mettre en avant plus le mobile en avant dans la formation et dans l'éducation et dans l'accès à l'éducation. Donc je pense qu'à des modèles différents, on doit apporter des actions différentes et peut-être qu'en Afrique, on a besoin de repenser le modèle et d'inventer un modèle spécifique et ne pas forcément imiter les modèles existants. Voilà, merci. Merci. Une autre question ? Monsieur Johnson, oui. Vous vous présentez ? Oui, je suis Kenneth Johnson, président du comité Europe-Afrique. Tout d'abord, Madame l'ambassadeur, je tenais à vous féliciter pour cette présentation globale, parce que c'est vrai que j'étais ravi également d'entendre de compléter, parce que de nombreux travaux sont faits en Afrique en matière d'éthique, et on connaît l'importance du développement en matière de numérique sur le continent africain, parce que le continent fait des pas de géant en matière des nouvelles technologies. On est plus que connectés, vous l'avez dit, il y a plus de téléphones portables en Afrique qu'en Europe, mais notamment ce qu'on appelle les autoroutes de l'information. C'est sûr que si on prend une autoroute et qu'on ne sait pas où on va, il faudrait peut-être à ce moment-là faire ce qu'on appellerait une coopération plus organisée avec les ressources humaines que vous rencontrez ici ou ailleurs. Le programme, alors on ne va pas aborder tout maintenant, mais vous avez soulevé beaucoup de choses en même temps, et vous l'avez dit vous-même. Alors, on avait, je me souviens, lorsque j'étais moi-même en charge du renforcement de la coopération internationale à l'UNESCO, on avait l'idée d'un programme d'un ordinateur par foyer. Alors aujourd'hui, j'ai compris que dans votre pays, c'est en évolution. Pourquoi pas, je sais que ne pas faire ce qu'on appelle une réappropriation de l'utilisation de l'Internet par les utilisateurs eux-mêmes. Je ne veux pas aller au niveau de Google, mais c'est sûr que aujourd'hui, les ressources, l'Afrique peut donner également, peut apporter une complémentarité en information parce que les ressources humaines sont là-bas, les compétences sont là-bas. On l'a bien vu avec Rosa parce qu'aujourd'hui on soigne le cancer à travers les nouvelles technologies, c'est développé par un Africain. Et il n'a pas trouvé malheureusement les financements en France, bien qu'il soit basé en France, il est allé trouver aux États-Unis et ailleurs. Donc notre beau pays, la France, qui fait des efforts, vous l'avez dit à travers l'AIF, puisque j'étais moi-même le médiateur au niveau de la francophonie, auprès des chefs d'État. Donc je suis plus qu'intéressé à une coopération réelle renforcée à travers l'occasion que nous offre cette rencontre. Et je saluerai bien sûr les organisateurs parce que avoir organisé un tel événement en si peu de temps et avoir ici tant de compétences, j'imagine que vous devez avoir certainement dans l'avenir des moyens plus importants. Et puis pour l'Afrique, pour terminer... On espère. Pour terminer, oui, on va terminer parce qu'on a également un réel problème d'énergie, parce qu'on ne peut pas faire des connexions d'Internet s'il n'y a pas d'électricité, tout simplement. Donc, vous l'avez dit, il y a beaucoup de subtilités, mais il y a aussi un problème d'énergie. Donc, mais je vous invite vraiment à aller en Afrique parce que l'avenir est là-bas aujourd'hui. En tout cas, je parle de l'avenir économique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, quelques mots de conclusion, de oui, réponse. Juste, Madame a tout dit. Je pense que vraiment, je suis tout à fait en phase avec elle quand elle dit qu'il faut repenser le modèle. Il faut vraiment imaginer quelque chose d'original. Regarder ce que les uns et les autres ont fait à l'EPFL, à l'AUF, etc. Et puis repenser, pourquoi pas avec le mobile. Ça, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous et
Monsieur Johnson également a dit, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire en dernier, que je considère comme une vérité, c'est que l'avenir est en Afrique. L'avenir du monde est en Afrique. Merci. Bravo et merci. À propos vous me permettez, puisque c'est l'occasion de citer les actions de l'UNESCO en ce qui concerne le mobile learning, il y a depuis maintenant plusieurs années, 5 ans je crois, une semaine de l'éducation mobile, de l'apprentissage mobile. Et je crois que vraiment on est au cœur de ce que justement promeut l'UNESCO pour une meilleure connaissance de ces nouvelles possibilités du numérique au travers des outils comme celui-ci. On peut avoir une Pocket You. Moi, je fais mes cours dans mon université avec mon smartphone. Je le connecte à mon vidéoprojecteur. J'en ai fait la démonstration au précédent colloque de l'UNESCO sur l'Afrique et le supérieur. J'avais pu brancher et j'ai pu faire la démonstration directe que c'était possible, qu'un smartphone pouvait véritablement servir de contenu pour transmettre des connaissances.